RCN. Le son de la différence. Parole de paix sur RCN, Stéphane Tabourin. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous écoutez Parole de paix sur RCN, comme un jeudi sur deux, à 11h. Sur RCN 90.7. Nous sommes toujours sous état d'urgence dans notre pays, souvent état d'urgence sécuritaire. Il faut que la population ait peur, et ce qui n'est pas très bien pour nous, pour une émission qui parle de la paix. Nous dénonçons toujours cette culture de la peur, de la violence, de la guerre. Et Parole de paix, c'est un magazine humaniste proposé par plusieurs organisation de Nancy. Aujourd'hui, autour des micros, nous avons Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane, je représenterai aujourd'hui l'association de solidarité avec le peuple sahraoui. Très bien. Également Brigitte qui va animer le dossier du jour. Oui, Brigitte Jeannot, bonjour. Donc moi je représente la Ligue des droits de l'homme et le syndicat des avocats de France. Et puis je dirai un mot à la fin dans le cadre des brèves pour la FPS, association française de solidarité avec le peuple palestinien. Et puis nous avons également une célébrité locale, Catherine, qui dans tous les journaux en ce moment. Catherine, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc Catherine de la Ligue des droits de l'homme, qui a fait la une de l'actualité il y a quelques jours. D'accord, tu nous en parleras sans doute un petit peu tout à l'heure. Bon, peut-être. Et moi, Stéphane Tabourin, du mouvement de l'objection de conscience, je suis aussi avec vous dans cette émission. Dans l'émission de Parole de paix, toutes les 2 semaines, en fait, un jeudi sur 2 à 11h, nous choisissons un thème autour des préoccupations des différentes organisations qui composent Parole de paix. Et cette semaine, nous avons un invité de choix, de marque, Brigitte. Oui, tout à fait. En la personne de Stéphane Lecourant, qui doit être donc au bout du fil. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane est le lauréat du prix Livre et droits humains de la ville de Nancy 2022 pour son livre « Vivre sous la menace, les sans-papiers et l'État ». Donc nous avons Stéphane Lecourant en avant-première, puisque vendredi il se verra remettre ce prix. D'ailleurs avec Denis Mukwege qui est lui aussi se verra décerner un prix Livre et droits humains avec la mention spéciale étranger. Tout ça c'est dans le cadre du livre sur la place. Tout à fait. D'accord. Donc Stéphane Lecourant, je pense que vous êtes au bout du fil, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Bonjour. On ne vous entend pas très bien. Bonjour. Alors, donc, nous tenions à vous inviter pour nous parler de Vivre sous la menace, les sans-papiers et l'État. Vous avez donc écrit ce livre qui décrit le quotidien invivable des personnes sans papier, avec cette menace obsédante et persistante, voire lancinante, d'une vie diminuée dans un monde abîmé. C'est ce que vous dites à la fin de votre livre, et j'ai retenu cette formule qui est très intéressante. Vous venez d'écrire un livre où vous avez donc décrit ce quotidien particulièrement difficile des personnes en situation irrégulière, et vous les avez vus en tant qu'ethnologue et également avec cette place de choix d'un bénévole à la CIMAD. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer quelle a été votre démarche donc, dans le cadre de ce livre ? D'abord, je veux vous remercier pour votre invitation à cette émission de radio. Alors, je suis effectivement ethnologue, anthropologue, les termes n'ont pas forcément beaucoup d'importance, et j'ai commencé cette enquête de terrain en tant que bénévole à la CIMAD. J'étais intervenant dans un local de rétention de la région parisienne, le local de Choisy-le-Roi, qui depuis a fermé, là, il y a très peu de temps. Un local qui avait été aménagé un peu de toute hâte au milieu des années 90 pour enfermer des étrangers dans un département qui n'avait pas de locaux d'enfermement. Donc c'était des pièces d'un ancien commissariat de police en activité, mais des anciens bureaux, un couloir qui ont été raménagés pour enfermer des étrangers. Donc vous pouvez très bien imaginer les conditions matérielles extrêmement difficiles dans lesquelles les personnes sont enfermées dans cet espace.
Et mon enquête a commencé en étant à la fois donc anthropologue, intéressé par ces questions d'enfermement, de politique de gestion migratoire, de la place de l'enfermement et des centres de rétention dans cette gestion politique. Et mon engagement au sein de la CIMAD, où je faisais une assistance juridique. Donc l'idée était de se saisir du droit pour essayer de trouver des moyens d'empêcher ou d'entraver les mesures d'éloignement. Et j'étais parti d'un constat finalement assez rapide à établir, que la plupart des personnes que je rencontrais dans ce local n'étaient pas expulsées. Et ce que je voyais à l'échelle extrêmement locale de ce petit local de rétention, puisqu'il y avait 12 places d'enfermement au maximum, en fait, était confirmé par les chiffres plus généraux de cette politique, où on voit que par rapport au nombre d'arrestations, par rapport au nombre de mesures d'éloignement qui sont délivrées chaque année, il n'y a qu'une infime minorité finalement, pour les personnes qui sont expulsées bien entendu, ça a des conséquences importantes, mais par rapport à la quantité de personnes qui sont prises dans ce rouage de cette politique d'expulsion, il n'y a qu'une petite quantité, un petit nombre de personnes qui finissent par être expulsées. Donc la plupart des gens que j'avais rencontrés finissaient par ressortir de ce moment d'enfermement extrêmement pénible, libres, et retrouver leur vie de sans-papiers sur le territoire français. Et donc en parlant un peu autour de moi, il y avait plusieurs manières un peu d'interpréter cette politique. Il y avait d'abord un constat commun de l'absurdité, en fait, de déployer des moyens humains, matériels, financiers si importants pour un résultat si peu probant. Donc l'absurdité qui était partagée même parfois par les policiers eux-mêmes, qui disaient ce qu'on fait ne sert à rien, de toute façon ils seront libérés demain. Enfin, il y avait une sorte de découragement aussi de la part des policiers, ce qui peut amener parfois des comportements extrêmement violents pour se venger de cette absurdité, et donc des comportements violents verbalement envers les personnes enfermées, ou au contraire des formes de solidarité que j'ai pu aussi observer de policiers qui tenaient ouvertement le discours de dire nous, notre travail n'est pas d'arrêter ces personnes qui sont des travailleurs, on a autre chose à faire, ça ne devrait pas être la mission de la police. Donc il y a un spectre comme ça extrêmement varié d'attitudes policières face à ce travail. Et derrière ça, il y avait aussi des discours que je pouvais entendre même au sein de la CIMAD, de dire ça sert à rien, de toute façon les personnes après retrouvent leur vie de sans-papier. Et donc l'interrogation en tant qu'anthropologue, en ethnologue, a été de me demander à quoi pouvait aboutir une politique qui visiblement ne servait à rien, donc là qui était visiblement inefficace. Donc j'ai essayé de changer un peu la question et d'essayer de poser la question avec un autre angle, de pas me demander est-ce que c'est une politique qui marche ou qui ne marche pas, mais de me dire que fait cette politique pour les personnes qui la subissent. Et donc là, j'ai essayé de sortir aussi un peu des débats qui ont pu être les débats encore aujourd'hui, il faut que la politique soit plus efficace, il faut expulser plus, c'est sous cet angle-là souvent que la question de la politique d'expulsion est traitée. Et donc moi, je suis intéressé à suivre le quotidien des personnes enfermées, avec un peu deux axes qui ont guidé ma réflexion, qui était la première de me demander si elle n'expulse pas, que fait cette politique et qu'est-ce qu'elle construit comme forme de frontière au sein même du territoire français. Et donc on a poussé un peu à l'idée que derrière l'échec apparent de cette politique, il y a une forme de gouvernement d'une population qui se construit quand même à travers l'affaiblissement, la fragilisation de la présence, l'enfermement dans un quotidien ou même dans un présent perpétuel dont on ne peut pas sortir. Et l'autre axe qui était un axe peut-être plus anthropologique qui m'a questionné, c'était une question plus simple, c'est-à-dire comment vit-on quand au quotidien on sait qu'on peut être arrêté au coin de chez soi, qu'on peut du jour au lendemain se retrouver en rétention et potentiellement, même si on sait que le risque est finalement assez faible, être expulsé vers son pays, du pays dont on est ressortissant. C'est un peu ces deux axes-là que j'ai essayé de Michel Agier, dans la préface, explique que c'est un livre particulièrement intéressant. Il vous rend hommage, et il rend d'ailleurs hommage à la qualité de votre écriture, en disant que d'habitude on aborde la question des étrangers en parlant de la peur qu'ils suscitent. Et vous renversez les choses en parlant de la peur que ressentent les étrangers. Et quand j'ai lu votre livre, je me suis dit que ça pourrait particulièrement intéresser les associations locales de Nancy qui suivent au quotidien les étrangers et qui
retrouveront dans votre livre des tas de réalités qu'ils connaissent, qu'ils voient, qu'ils entendent tous les jours au contact des personnes en situation irrégulière, parce que on aborde et on parle assez peu, en tout cas dans des livres aussi fouillés et documentés que le vôtre, de la peur que ressentent les étrangers. Alors moi, en tant qu'avocat qui est au contact également des personnes en situation irrégulière, je les entends régulièrement me dire quel enfer ils vivent au quotidien. Mais la plupart du temps, je suis obligée d'aller vite vers... On a perdu ? Oui, tu dis, Brigitte la plupart du temps, c'est pas que je n'écoute pas le fait que ces personnes soient dans une situation difficile, mais je suis obligée d'aborder l'aspect technique, etc. Et ce livre est particulièrement intéressant pour les professionnels comme nous, pour les personnes qui aident les sans-papiers, mais également pour la population en France, pour se rendre compte à quel point de la violence que l'on impose au quotidien aux personnes en situation irrégulière et quels effets négatifs et délétères cette politique d'immigration peut faire sur les corps, sur les esprits de ces personnes, avec des effets d'ailleurs certainement intergénérationnels, mais bon, ça c'est encore un autre problème. Donc vraiment, ce livre m'a particulièrement intéressée. Parce que c'est une entrée humaine, parce que c'est faire voir que derrière là encore la télévision qui veut nous faire peur avec l'immigration, avec les personnes sans papier, avec des ministres qui s'agitent et qui défendent des idées de plus en plus d'extrême droite, et bien ça crée de la peur, ça crée du chaos, et ce genre de travail de fond, et le travail que vous faites, où les associations, et notamment à Nancy, donc les avocats sont présents, la Ligue des droits de l'homme est présente. Il y a aussi une CIMAD à Nancy qui reçoit des sans-papiers au Haut du Lièvre, là où on est, tout près, au Buisson Ardent. Et puis la Ligue des droits de l'homme aussi, vous avez des permanences et de l'accompagnement. Ouais, pour les personnes sans papiers. Donc cette entrée nous a intéressés et un travail de haut niveau que nous propose Stéphane Lecourant. Tout à fait. Donc Stéphane, vous êtes à nouveau avec nous. Désolé. Je ne sais pas à quel moment on vous a perdu. Je parlais de la préface de Michel Agier qui m'avait particulièrement intéressée, avec le renversement de la perspective. C'est-à-dire que d'habitude, quand on parle des étrangers, on parle de la peur qu'ils suscitent. Or là, vous avez parlé de la peur qu'ils vivaient au quotidien. En décrivant par le menu comment les personnes sont obligées de se faire une sorte de cartographie dans la ville pour éviter la menace de l'arrestation, comment débusquer un policier en civil. Enfin, vous parlez de situations extrêmement concrètes qui font écho à des choses que nous avons vues dans les dossiers ou que les associations ont pu voir également à travers les personnes que vous rencontrez. Donc vraiment, ce livre nous a énormément intéressés. C'est la raison pour laquelle on vous a invité à venir aujourd'hui et également à nous parler du livre demain, toujours en avant-première, ce soir, puisque ce sera jeudi 8 septembre. Donc à 19h au Château du Charmois pour échanger avec des personnes qui ont été dans cette situation, ou le sont encore, et surtout les associations locales qui sont au contact des personnes en situation irrégulière. Donc c'est jeudi 8 septembre à 19h au Charmois, c'est à Vendeuvre, on parle du Charmois. Château du Charmois, Château du Charmois à Vendeuvre. Et donc, à l'invitation de la Ligue des droits de l'homme et du SAF et d'autres associations peut-être, Stéphane Lecourant sera là pour parler avec les personnes. Et le lendemain, il recevra un prix, mais là, ça c'est beaucoup plus officiel. On pourra moins l'aborder. D'accord. Alors, Stéphane Lecourant, comment vous avez commencé à vous intéresser à la question des étrangers, la situation des personnes qui sont en situation irrégulière ?
C'est un univers que j'ai rencontré un peu par hasard, étonnamment. J'avais commencé mes études en anthropologie avec l'idée que l'anthropologie me permettrait de voyager, d'aller loin, de quitter la France et de rencontrer des personnes que mon quotidien ne me permettait pas de rencontrer. Et finalement, tous mes terrains d'enquête se sont déroulés à portée de métro ou de RER, donc en termes d'exotisme, on a fait mieux. J'ai rencontré un jour une affiche dans les couloirs de l'université que je fréquentais, une affiche de la CIMAD qui cherchait des bénévoles pour faire des observations des audiences de 35 bis. Donc les audiences qu'on a continué à appeler 35 bis malgré la réforme du code, qui décident de la prolongation ou non de l'enfermement des étrangers en rétention. Donc ce sont des audiences qui sont assez répétitives où l'enjeu est très important pour la personne qui passe une audience, parce que si la rétention n'est pas prolongée, c'est l'hypothèse d'échapper à l'expulsion. Alors, ça ne veut pas pour autant dire qu'on est régularisé, mais au moins on quitte la rétention et on peut essayer de se soustraire à la mesure d'éloignement. Et j'étais assez marqué, j'avais jamais mis les pieds dans un tribunal, j'avais jamais assisté à une audience, c'était un monde qui était assez lointain pour moi, j'avais été assez marqué parce que je voyais avec justement une sorte de déconnexion entre l'enjeu pour la personne qui comparaissait en audience et la décontraction, voire parfois les boutades, l'ennui général qui se dégageait de ces audiences qui sont très techniques et extrêmement répétitives, où en fait ce qui est évalué c'est le respect des droits, donc ça peut porter sur des horaires, est-ce que le transfert a duré plus ou moins 2 heures, est-ce que la personne a pu ou non voir un médecin, donc très déconnecté de l'enjeu même pour la personne, de ce que représente l'expulsion. Donc j'avais été vraiment marqué par cette entrée. J'ai découvert là un monde qui j'ignorais complètement, et à ce moment-là, la CIMAD recrutait des bénévoles pour faire de l'accompagnement juridique en rétention. Et c'est comme ça, en fait, que par cette entrée un peu de curiosité, j'ai continué cet engagement en me rendant dans le local de rétention pour effectuer de l'accompagnement juridique, ce qui a nécessité pour moi de me former au droit, ce qui n'a pas été simple parce que c'est le droit d'étranger. C'est un métier assez complexe. Et ça change tout le temps. Et ensuite, comment vous en êtes venu à l'idée d'en faire un sujet d'étude, et puis de continuer à suivre les personnes que vous avez rencontrées dans le local de rétention par la suite pour les aider parfois dans leur démarche d'accompagnement en préfecture. Quel a été donc le cheminement par la suite ? Au tout départ, mais en fait il faut préciser peut-être une chose, c'est que j'ai eu la chance, même peut-être le luxe et le privilège de pouvoir faire une étude longue et d'avoir du temps et de justement ne pas être obligé de suivre un objectif que je m'étais fixé au départ, parce qu'au tout départ, moi ce qui m'intéressait, et le projet de thèse que j'avais déposé, mais là on parle presque du XXe siècle, était de suivre l'enfermement, de voir comment au fil des jours, l'enfermement qui à l'époque n'était pas encore celui qu'on connaît aujourd'hui de 90 jours, mais qui paraissait déjà très long, qui était de 32 jours, ce qui se passait au cours de ce mois où la personne était enfermée. Entre les premiers jours, il faut prendre des décisions très rapides pour construire sa défense. Est-ce qu'on va donner son passeport? Est-ce qu'on va donner sa vraie identité? Est-ce qu'on va chercher à mentir sur son identité, ou en tout cas à dissimuler son identité pour ne pas être expulsé? Est-ce qu'on va faire recours à un avocat privé, avoir recours à un avocat privé ou non? Enfin, toutes ces questions-là, qui sont les questions qui se posent dans les 48 premières heures, c'est ce que j'observais dans le local de rétention. Ma question, c'est de voir ce qui se passait au fur et à mesure. Est-ce qu'il y avait des formes de solidarité qui se créaient entre les personnes enfermées, des formes de mobilisation plus ou moins silencieuses à travers des grèves de la faim. Et finalement, le terrain n'a jamais pu s'ouvrir, enfin le terrain comme on dit en anthropologie, donc j'ai jamais pu continuer mon observation dans un centre de rétention à proprement parler. Et donc j'ai cherché à compléter mon enquête au départ en trouvant un autre biais que cette possibilité de suivre l'enfermement en rétention. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, puisque les gens ne sont pas expulsés, je vais voir ce qu'ils deviennent après avoir été libérés. Et donc j'ai gardé des contacts des gens que je rencontrais en rétention, j'ai commencé à les rencontrer à l'extérieur. Et puisqu'ils m'avaient rencontré en tant que bénévole de la CIMAD et que j'avais participé à essayer de les défendre en utilisant les outils du droit que j'avais commencé à apprendre et à maîtriser, ça a créé une relation où finalement j'étais devenu un peu un référent, où les questions techniques m'étaient posées, où j'accompagnais la préfecture parce qu'on imaginait en tout cas mes interlocuteurs imaginaient que je pouvais bénéficier, que je leur ferais bénéficier d'un certain nombre de connaissances qui pourraient leur être utiles dans ces moments-là. Et ce qui était encore une fois
j'ai commencé par dire ça, que j'ai eu le luxe du temps, c'est qu'il m'a fallu du temps aussi pour me départir un peu de cette première entrée qui était l'entrée légale, et de me rendre compte que le droit n'était très très loin, en tout cas, de décrire la manière dont mes interlocuteurs se représentaient les procédures. Et que le droit était loin de pouvoir expliquer, en tout cas dans leurs yeux, le fonctionnement d'une procédure de régularisation. Et donc moi, il m'a fallu du temps pour accepter aussi qu'il existait à leurs yeux d'autres manières d'être régularisé que de suivre mot à mot et pas à pas les démarches légales. Et donc d'essayer de pénétrer cet univers où l'État n'est plus forcément, une fois que je dis dans leurs yeux, une machine bureaucratique rationnelle, mais plutôt une sorte d'entité qui a un pouvoir un peu mouvant, une forme de magie qu'on ne peut pas... Oui. On a des problèmes techniques avec la ligne téléphonique. Et donc, oui, c'est effectivement... c'est intéressant de comprendre cette démarche, parce que nous-mêmes, autour de la table, qui aussi suivons de temps en temps quand même des demandeurs d'asile, on n'a pas forcément cet éclairage, cette approche d'abord et cet éclairage ensuite. En tout cas, pas de manière aussi systématique. Oui. Parce que là, vraiment, Stéphane Lecourant décrit par le menu la manière dont les gens vivent en situation irrégulière. Et il y a bien sûr une pluralité de situations. Il y a des personnes qui restent focalisées sur leur arrestation, par exemple, en étant vraiment très très en colère de la manière dont ça s'est passé, parce que c'est une arrestation déloyale, par exemple, dans une agence bancaire. À la gare. À la gare. Ouais. Alors, l'agence bancaire, ça suppose une dénonciation, la police vient, etc. Oui. Donc il y a eu une souricière. Et on voit la manière dont les personnes dites sans papier abordent effectivement leur situation. Certaines restent focalisées, comme je disais, sur leur arrestation. Il y en a d'autres qui ont été arrêtés une dizaine de fois et pour qui ça n'a plus beaucoup d'importance. En tout cas, ils se projettent de manière différente. Mais c'est normal qu'ils ressentent l'État comme une sorte de magma, parce que c'est très compliqué. Il y a peu de personnes qui appréhendent le droit des étrangers, tant sur le plan procédural que sur le plan du fond du droit. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent avoir vraiment des difficultés à savoir quelle va être la meilleure entrée pour régulariser leur situation, compte tenu de toutes les contraintes juridiques qui existent. Oui, et moi j'ai l'impression que le travail de Stéphane Lecourant et son livre « Vivre sous la menace, les sans-papiers et l'État » aux éditions du Seuil, qui va avoir officiellement le prix Livres et droits humains au Livre sur la place vendredi 9 septembre, et le travail des associations d'autre part, c'est que vous travaillez dans l'urgence ou dans des demandes, et lui ce qu'il disait tout à l'heure, a eu le temps de faire ce travail il a bénéficié, il a utilisé plusieurs fois tu utilises plusieurs fois le terme de j'ai eu le temps d'étudier, de réfléchir, d'aller profondément dans les parcours de vie. Et puis de voir les effets de cette politique, la puissance destructrice de la précarité, du statut de sans-papiers. C'est vraiment quelque chose d'absolument inouï. Sur le plan moral, il y a des personnes qui littéralement craquent, d'ailleurs. Oui. On le voit régulièrement. Dans le livre, il y a plusieurs exemples qui sont cités de personnes dont le corps craque. Oui. Pour nous, quand c'est la tête qui craque, oui, on s'en rend compte, mais le corps, en général, ils ne le disent pas et on ne le voit pas trop. Oui. Ici, des exemples où quand ils sont régularisés, en gros, ça s'arrange, où ils Oui. Mais souvent, d'ailleurs, les médecins nous disent, les psychologues, les psychiatres, et c'est le cas dans une des hypothèses citées par le livre, le médecin dit, mais s'il a des problèmes psychologiques, c'est lié à sa situation administrative. Et c'est vrai que souvent, d'ailleurs, les magistrats ne nous le disent pas en tant que tel, mais ils ont un peu
tendance à banaliser les situations, que ce soit d'ailleurs les médecins ou les magistrats, en nous faisant comprendre que c'était lié à sa situation administrative. Mais il n'en reste pas moins que, en tant qu'ethnologue, il est important de pointer du doigt toutes les conséquences délétères de cette politique sur les personnes, avec le gâchis absolument incroyable et le cynisme en plus de notre État qui, lorsque la personne travaille de manière illégale, peut percevoir des impôts, percevoir des charges sociales, etc. Et ensuite, la personne peut se prévaloir de cette situation pour obtenir sa régularisation. Est-ce que vous êtes toujours là, Stéphane ? Oui, je suis de retour. Qu'est-ce que vous avez finalement appris ? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris lorsque vous avez abordé le quotidien des personnes, une fois que vous les avez vues donc en dehors du local de rétention, est-ce que vous avez appris des choses qui vous ont surpris ? Ce qui m'a particulièrement surpris, c'est que je partais un peu comme au début de la discussion avec l'idée que finalement c'était une politique relativement absurde, qui n'avait pas beaucoup d'effets et qui déployait des moyens conséquents pour des résultats quasi nuls. Et donc il y avait cette idée que pour les personnes qui vivaient cette politique, on pourrait imaginer que c'était juste un mauvais moment à passer. On passait 48 heures dans un local de rétention, puis après on retrouvait sa vie normale à l'extérieur, avec tous les guillemets qu'on peut mettre à normal. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'en me posant une question un peu basique, à partir du moment où je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire que vivre avec ce coup près, jusqu'où le statut administratif peut déterminer vos relations aux autres, à quel moment ce statut un peu administratif va s'imposer, de se rendre compte que finalement, être sans papier, c'est pas uniquement craindre la police dans la rue, mais c'est se poser la question de qui va vous dénoncer, de la question de qui on peut faire confiance, de qui on doit se méfier, et que cette question devient obsédante dans les replis les plus intimes de l'existence, où une relation amicale, une relation amoureuse va être traversée d'interrogations, de doutes, en se demandant mais que va faire la personne que j'ai en face de moi le jour où elle découvrira que je suis un sans-papier. Avec toute l'intériorisation d'une image extrêmement dévalorisante de ce que c'est qu'être un sans-papier, où les personnes finissent par avoir honte d'elles-mêmes aussi, et de ne plus être capables de se lier dans des relations simples avec des personnes pourtant dont on pourrait imaginer avec lesquelles pourtant on pourrait imaginer que les choses se passent extrêmement facilement. Oui. Et cette imposition en fait de la préfecture, de l'État, de cette catégorisation administrative de sans-papiers dans les moindres replis existants, ça fait partie des choses qui m'ont vraiment marqué en fait au cours de mes enquêtes, et que même des personnes de très bonne volonté, n'ayant pas du tout l'impression de jouer de ce relais et de faire exister cette catégorie, pouvaient la faire exister dans leur quotidien, dans leur relation avec des personnes en situation irrégulière. Oui, je disais, on constate que actuellement, même des personnes qui ont été régularisées, qui ont été sans papier un certain temps, cette angoisse et cette hantise, elle reste. Et à toutes les échéances aussi de renouvellement, ça recommence. Ils gardent les stigmates, même une fois qu'ils sont régularisés. Surtout que les préfectures, en ce moment, s'emploient à refuser des renouvellements de titres de séjour en masse. Ouais. Et ça, c'est vraiment une tendance lourde. Donc, elles continuent à être angoissées et à avoir une épée de Damoclès sur la tête, sauf celles qui ont une carte de résident. Mais c'est de plus en plus rare. Et l'accès à la nationalité française devient également compliqué. Oui, je voulais poser une question, c'est par rapport, est-ce que, j'ai pas encore eu le plaisir de lire votre livre, et donc je ne sais pas si vous avez une approche par rapport aux enfants. Alors, cette approche, parce que les enfants dans les familles sont tout de suite à l'école, donc apprennent assez facilement le français, et deviennent ensuite, souvent, les traits d'union entre les familles, et puis les interlocuteurs, fût-il la police, l'administration, les avocats, et les instituteurs, puisque, étant scolarisés, il y a aussi cette approche des enseignants qui, en général, Stéphane ne me contredira pas, sont assez favorables à l'intégration, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on défend autour de la table. Alors, est-ce que vous avez eu cette possibilité d'approcher également les enfants ? Alors, pas directement, étrangement, c'est étrange de dire ça peut-être, mais
les interlocuteurs que j'ai rencontrés ont eu en fait subi une première sélection qui est celle du contrôle policier. Puisque moi j'ai rencontré des interlocuteurs en rétention, je n'ai rencontré que des personnes qui avaient déjà été arrêtées par la police. Et donc j'ai été un peu sujet aux stéréotypes policiers, qui fait que j'ai beaucoup rencontré d'hommes seuls, vivant loin de leur famille ou célibataires en France, travaillant dans les métiers des métiers manuels du type nettoyage, cuisine, sur les chantiers. Et donc j'ai moins rencontré de familles, mais j'ai souvenir que avoir accompagné un homme et une femme d'origine algérienne qui s'étaient rendus chez un avocat pour essayer de voir un peu comment ils allaient pouvoir être régularisés, et l'avocate leur avait dit vous êtes déjà mariés, si vous avez un enfant, peut-être que ça pourra aider votre procédure de régularisation. Mais j'ai souvenir qu'en sortant, la femme m'avait regardé avec les yeux un peu, en levant les yeux au ciel, en disant moi je pensais que je devrais attendre d'avoir les papiers pour avoir des enfants, mais finalement il faut que j'ai des enfants pour avoir les papiers. Et on voit, on revient à ce qu'on discutait juste avant, que même la question du désir d'enfant est traversée d'une question administrative. Ça devient aussi une question administrative. Est-ce que ce serait stratégique ou non d'avoir des enfants maintenant ou pas? Et on voit comment se rajoutent des questions là où on pourrait imaginer que la question d'avoir ou non un enfant devrait plutôt liée à une décision d'un couple. On voit comment les lois, les préfectures, le cadre légal français vient s'imposer dans ces questions aussi de savoir s'il est temps ou non, opportun ou non d'avoir des enfants. Toutes ces questions donc, qu'on retrouve dans le livre Vivre sous la menace, les sans-papiers et l'État de Stéphane Lecourant, et qui a obtenu le prix du livre et droits humains de la ville de Nancy 2022. Je propose qu'on fasse une petite coupure musicale et on se retrouve après avec encore Stéphane Lecourant sur ces questions des migrants vus de la vie de l'intérieur. Alors, nous avons choisi un morceau de la chanteuse Daphné Kritaras, qui est grecque, et que j'avais eu le plaisir de voir au sud, à Arles. Et voilà, je vous propose un morceau. Tu nous partages. Oui. Merci. RCN, Parole de paix, Stéphane Tabouin. Et oui, vous écoutez Parole de paix sur RCN 90.7. C'était joli cette chanson. Un jeudi sur deux à 11h. Et une rediffusion, je crois que c'est très tard le soir, la nuit, le vendredi à minuit, quelque chose comme ça. Mais, si on a loupé le début, si on veut réécouter l'émission, si on veut la faire écouter à ses amis, on peut retrouver l'émission en podcast sur le site rcn-radio.org. Et si on est fan de voir nos petites trombines, on peut retrouver l'émission Parole de paix sur la chaîne YouTube de RCN. Sur la chaîne de YouTube, moi je fais RCN Radio Nancy, et on trouve la chaîne. Oui, on trouve vite. Et puis, il y a de nombreuses émissions qu'on peut retrouver en vidéo. Oui, c'est une véritable bibliothèque sonore. Voilà, et on retrouve Parole de paix ainsi. Cette semaine, nous avons au téléphone avec nous Stéphane Lecourant pour son livre « Vivre sous la menace, les sans-papiers et l'État » aux éditions du Seuil. Il vient à Nancy ce soir déjà pour une conférence au Charmois, on va en reparler, et demain vendredi 9 septembre, il recevra son prix parce qu'il est lauréat du prix du livre sur la place, le prix Livre et droits humains. Alors la question que je voulais vous poser, Stéphane, concerne les évolutions actuelles de la politique d'immigration. Donc vous avez abordé, vous avez étudié les effets de cette politique d'immigration sur les personnes qui sont en situation régulière, qui sont enfermées, qui ont été libérées ensuite et qui tentent de régulariser leur situation. Est-ce que vous voyez dans les derniers mois, dans les dernières années, un durcissement de la politique d'immigration? Est-ce que les personnes peut-être que vous continuez à rencontrer, témoignent de ce durcissement, ou est-ce que vous ne l'avez pas particulièrement constaté? Il me semble que si on regarde sur le temps relativement finalement court de l'existence de cette mesure d'enfermement qu'est la rétention administrative, puisqu'il faut quand même rappeler que elle ne date que des années 80. Alors avant les années 80, il y avait des pratiques d'enfermement d'étrangers qui étaient plus ou moins discrétionnaires, plus ou moins du ressort de la police et de la préfecture, mais c'est rentré dans le droit que depuis une quarantaine d'années.
Et on peut faire le constat déjà qu'on est passé de 7 jours maximum d'enfermement et qui à l'époque avait quand même suscité des débats au sein du Parlement, puisqu'il y avait quand même une levée de bouclier au motif qu'on ne pouvait pas enfermer une personne seulement parce qu'elle était en situation irrégulière sur le territoire. On parle des années 80, donc ce n'est pas si longtemps que ça. Ça paraissait une aberration d'enfermer pour le simple motif du droit au séjour. Aujourd'hui, on peut enfermer une personne sur ce même motif 90 jours. Donc on voit déjà qu'en une quarantaine d'années, on est passé de 7 à 90 jours dans une sorte d'indifférence assez générale, puisque, mis à part faut pas les mettre à part, mais les associations de soutien aux étrangers qui manifestent régulièrement, qui font des rapports, qui essaient de sensibiliser à ces questions, c'est rarement un débat. C'est rarement même le débat s'est déplacé. Disons que la question de savoir si c'est légitime ou non d'enfermer une personne sur son seul sur la seule régularité de séjour ne fait plus débat au sein de la classe politique française. Donc déjà ça c'est un constat qui est quand même assez important sur la normalisation de l'idée qu'on enferme une personne seulement parce qu'elle n'a pas de titre de séjour. Par ailleurs, dans les années plus récentes, moi, ce qui m'a marqué, même si je me suis un peu éloigné de ces questions dans mes travaux, les travaux que je mène maintenant, c'est de voir comment les personnes visées par cette possibilité d'expulsion se sont vues, de nouvelles personnes se sont vues concernées par ces possibilités d'expulsion. Alors c'est pas exactement la même chose quand on parle d'une réadmission dans un pays tiers, donc par exemple pour toutes les procédures dites Dublin dans le cadre de l'asile, mais malgré tout, cette idée qu'on prend quelqu'un dans un territoire, qu'on l'enferme le temps d'organiser son expulsion, qu'on l'envoie vers un autre territoire, que ce soit son pays d'origine ou un autre pays européen, est devenu aussi une norme dans l'asile, ce qui n'était pas il y a encore quelques années. Donc on voit que les demandeurs d'asile qui jusque-là étaient quand même relativement protégés, au moins pendant la procédure d'asile, de ces formes de déplacement forcé, d'expulsion hors du territoire français, maintenant sont concernés au premier chef par ces pratiques. Donc déjà, là on voit qu'il y a une augmentation de la quantité et du nombre et surtout des catégories d'étrangers qui peuvent être visés par ces procédures d'éloignement. Il est notable de voir, mais je ne vais pas revenir sur cette polémique récente, de voir comment le ministère de l'Intérieur fait toujours de la capacité à expulser un étranger une des sortes de démonstration de son efficacité, même si cette personne est un individu en particulier, et on voit bien comment l'expulsion reste aussi dans l'imaginaire une sanction qu'on réserve aux étrangers. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un procès sur les délits potentiels ou les infractions potentielles de la personne, mais parce qu'elle est étrangère, on l'expulse. Qu'elle soit née en France ou pas, quelle que soit sa situation familiale, l'expulsion reste toujours cette espèce de démonstration de force, de souveraineté que l'on applique aux étrangers. Après, il y a peut-être une petite nuance à faire, mais ça nous lancerait dans des discussions peut-être un peu trop longues, mais on peut quand même voir comment la question ukrainienne a fait apparaître de manière très différente dans le débat public la question de l'accueil des étrangers. C'est clair. Ça n'a pas l'air de poser problème, les portes se sont ouvertes, les SNCF a proposé de la gratuité des transports pour que les personnes puissent rejoindre les membres de leur famille qui seraient déjà présents sur le territoire. Enfin, on voit comment on pourrait quasiment faire un tableau avec une vue en miroir de ce que l'on réserve à certains et ce qu'on accorde à d'autres. Donc, Ah oui, alors qu'on nous dit depuis des années qu'il n'y a pas de place pour les demandeurs d'asile. D'ailleurs, on voit encore aujourd'hui au niveau des municipalités où il y a des places qui ont été réservées aux Ukrainiens, qui ont été ouvertes, et les places ne sont pas remplies parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont préféré ne pas venir en France, beaucoup d'Ukrainiens qui ont préféré aller ailleurs qu'en France. Et quand les associations sollicitent la mairie de Paris en leur disant mais toutes ces places vides, peut-on les attribuer à des Afghans, des Érythréens, des Soudanais qui vivent sous les ponts, on leur répond non. C'est donc bien une question raciste derrière. Moi, et c'est, on disait tout à l'heure, l'opinion a été travaillée et encore travaillée pour trouver pas trop anormal d'enfermer des gens sur leur seule régularité, et c'est donc bien une question de culture générale, et les associations qui sont encore trop peu nombreuses à soutenir ces êtres humains, et le livre, un des bienfaits de ce livre, c'est que ça montre en se plaçant du côté des personnes, ça montre toute la difficulté à vivre de ces personnes-là, et que c'est une question humaine avant d'être une question idéologique ou politique ou d'instrumentalisation politique à des fins politiques. Oui.
Et dans le cadre du durcissement des politiques et des pratiques surtout, on constate que ce sont sans cesse de nouveaux motifs de refus de titre de séjour, de renouvellement de titre de séjour qui sont opposés aux personnes, avec une instrumentalisation très très importante de la soi-disant menace à l'ordre public. Désormais, il suffit d'avoir été entendu, d'avoir une trace dans un fichier de police pour que la préfecture s'en prévale immédiatement pour refuser un titre de séjour et invoquer une prétendue menace à l'ordre public, ou les jeunes majeurs qui se voient opposer de manière systématique la contestation de leur identité. On a une énorme problématique, et on en parlera certainement ce soir lors de la réunion publique, des jeunes majeurs qui ont été placés à l'aide sociale à l'enfance, qui ont des parcours tout à fait exceptionnels en termes de scolarité, formation professionnelle. Ils sont accompagnés d'employeurs, etc. Et ils n'obtiennent pas de titre de séjour parce que la préfecture leur dit non, mais là, il y a un problème dans votre acte de naissance. L'heure n'est pas indiquée en toutes lettres. Le prénom de votre père n'est pas indiqué ou le métier de votre père n'est pas indiqué. Enfin voilà, c'est vraiment une tendance lourde actuellement. Et alors, autre chose que nous constatons, ça fait depuis plusieurs années, ce sont des attaques répétées à l'encontre des aidants, puisque les pouvoirs publics se rendent compte qu'il ne suffit pas de s'en prendre, en quelque sorte, d'avoir une politique d'immigration qui vise les principaux intéressés, mais de faire en sorte qu'ils soient isolés, parce que s'ils sont isolés, ils n'ont plus d'aide pour manger, pour se loger, pour aller à la CPAM, pour aller chez l'avocat, pour aller au tribunal, etc. Ces personnes ne peuvent pas vivre en France. Donc, les associations ont commencé à subir des attaques. Ça a été Cédric Héroux, qui est devenu une sorte de symbole, puisque grâce à lui, on a obtenu une très belle décision du Conseil constitutionnel qui a fait enfin émerger le principe de fraternité et de réduire le délit d'aide au séjour irrégulier uniquement à la problématique de l'entrée sur le territoire. Mais il n'en reste pas moins que des attaques existent encore, et nous avons eu, nous en avons fait l'expérience. Catherine, autour de la table, a été entendue récemment, alors qu'elle est présidente de la section de la Ligue des droits de l'homme de Nancy, qu'elle fait un travail tout à fait remarquable depuis de nombreuses années, extrêmement sérieux, pour aider les personnes, tout simplement. Manifestement, ça ne plaît pas à la préfecture, qui a demandé à la police de l'air et des frontières d'entendre Catherine pour une prétendue obtention d'un faux document et aide au séjour irrégulier. Alors que les deux infractions ne sont absolument pas constituées tant matériellement que de manière intentionnelle. Donc voilà, on a été secoués cette semaine par cette situation. Ça va mieux, Catherine? Oui, ça va. Qui a provoqué une levée de bouclier. Il y a eu une très belle mobilisation devant la police de l'air et des frontières. Et voilà, c'est une nouvelle tendance aussi qui nous oblige à être vigilants. C'est ça la peur dont tu parlais au début. Oui, tout à fait. Et il y a quand même aussi une très grosse mobilisation du côté de ceux qui veulent mettre dehors tous les sans-papiers. C'est vrai. Oui, parce que tu expliquais tout à l'heure hors antenne que tu avais des retombées totalement inattendues, quoi. Oui. C'est-à-dire que Valeurs Actuelles a fait un papier c'est du grand n'importe quoi, puisqu'ils disent que tu vas de nouveau être convoqué. Enfin, ils racontent à peu près n'importe quoi, et les commentaires sous cet article sont vraiment plus que désagréables. Enfin, c'est un peu comme d'habitude, c'est pas surprenant. Voilà, donc on est dans un contexte quand même assez difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, donc, en tout cas, poser une petite question. Bien sûr. Par rapport au livre où vous parlez des personnes qui ont déclaré plusieurs identités et qui ont l'air quand même d'assez bien jongler, moi je me pose la question, pourquoi les jeunes que je côtoie, qui contestent l'identité, ça c'est vraiment quelque chose qui ne passe pas. Et j'ai l'impression que qu'est-ce qui ne passe pas ils ne pourraient pas vivre avec deux identités. C'est une question vraiment très complexe et qui, à mon avis, est au cœur un peu d'un des axes importants de ce que j'ai essayé de chercher dans cette étude, c'est que
finalement, et la phrase que vous citiez, qui est une phrase de conclusion sur des vies diminuées, ce que beaucoup partagent en fait dans cette expérience, c'est de mener une vie qui vaut pas vraiment la peine d'être vécue. D'où parfois des idées proches, des idées suicidaires. En disant, de toute façon, on ne vit pas vraiment. Et un de mes interlocuteurs me disait, on n'est pas des hommes à part entière. Et donc certains se crispent. Le terme est mal choisi, mais font de leur identité finalement la seule chose qui leur reste. Au moins que je sois reconnu pour qui je suis. Au moins qu'on connaisse mon nom. Voilà. Et la plupart de mes interlocuteurs m'ont dit, au moment où je leur ai dit, bon, je vais raconter un peu ce qu'on a fait ensemble pendant ces années, mais je vais utiliser un pseudonyme. La plupart m'ont dit non, mais mon vrai nom, au moins j'aurais laissé une trace. Donc cette idée de pas vivre à part entière, de ne pas être reconnu comme personne, en fait, elle se crispe, ou en tout cas, elle va trouver son incarnation dans cette défense de son nom, de son identité, et au moins vivre pour qui on est, et au moins être qui l'on est. Et dans mon travail, j'ai suivi une personne en particulier qui est un peu un des interlocuteurs vraiment importants de mon travail de thèse, qui s'appelle Masséléry Sissoko dans l'ouvrage, qui n'est pas son vrai nom, et qui lui a jonglé comme ça sur l'identité, et qui me disait, je suis en train de devenir quelqu'un d'autre, et je vais peut-être faire le choix de devenir quelqu'un d'autre, peut-être que c'est la solution en fait pour avoir des papiers. Donc il y a toute une réflexion sur cette question de comment l'irrégularité finit par questionner même sur l'identité de qui l'on est réellement. Très bien. Merci beaucoup. Alors à tout à l'heure, Stéphane, puisqu'on se retrouve à 19h et on invite le public, les auditrices et auditeurs à venir au Château du Charmois à Vendeuvre-les-Nancy, donc à partir de 19h. Et puis aussi sur le livre sur la place. Échanger et au livre sur la place, bien sûr. C'est à 16h. La remise se fait dans les grands salons de l'hôtel de ville. C'est public ? Bien sûr, c'est public, oui. Et en général, il y a une très longue queue et l'AFPS va en profiter d'ailleurs pour attirer l'attention de l'opinion publique sur Salah Hamouri. Et je crois savoir que RESF et les États généraux des migrations vont également faire une action devant la mairie de Nancy pour attirer l'attention de tout le monde sur la situation des jeunes majeurs étrangers et des familles de déboutés qui attendent parfois depuis 8 ou 9 ans leur régularisation alors qu'elles remplissent en général les critères de la circulaire Valls et se voient opposer des refus particulièrement injustifiés. Donc on invite aussi les auditeurs à lire le livre de Stéphane Lecourant, Vivre sous la menace, les sans-papiers et l'État, à rejoindre les associations qui d'aide, comme la Ligue des droits de l'homme, comme RESF, on en parlait, qui fait un cercle de silence le dernier samedi de chaque mois à 15h, place Stanislas, en soutien aux migrants. Et à Nancy, il y a plusieurs, il y a la CIMAD, il y a Un toit pour les migrants, il y a plusieurs associations qui militent et qui accompagnent les migrants sur la Lorraine. Et il y a Amnesty qui a lancé comme priorité des 4 prochaines années justement le problème des migrants. Donc Amnesty Nancy apparemment va travailler aussi sur cette question. Encore merci à Stéphane Lecourant. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Et à bientôt. Voilà. À bientôt. Au revoir. Alors nous on enchaîne sur les brèves. Voilà. Catherine, tu veux commencer à évoquer une brève. Est-ce que tu as une brève particulière ? Je crois qu'on peut parler quand même. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que le syndicat des avocats de France et de nombreuses organisations se sont mobilisés donc. Pour l'audition particulièrement injuste que tu as subie et que nous avons qualifiée, notamment dans un communiqué de presse, de tentative d'intimidation totalement inacceptable de la part des pouvoirs publics. Alors, moi j'avais une brève, mais tu pourrais peut-être la présenter. C'est la conférence qui aura lieu donc le 23 septembre sur la santé des migrants. Le 24 septembre. Ah, 24, pardon. Donc, c'est une journée co-organisée avec la Ligue des droits de l'homme et d'autres associations. Et elle est coordonnée par Citoyenneté Active Lorraine, et donc qui concerne les migrants. Et le point d'entrée, c'est la santé des migrants. À la fois santé physique et santé psychique. Donc avec tous les partenaires, à la fois institutionnels, qui se retrouvent quand même assez souvent assez démunis, avec peu de moyens, et des associations.
Donc il y aura un exposé général le matin par Arnaud Weiss, le directeur général de la Comède. Donc Comède, c'est une association qui s'occupe de la santé des étrangers. Oui, ils sont excellents. Voilà. Ils sont très très bons. Plus après, surtout des tables rondes par thème avec différents spécialistes. Donc il y a une première table ronde le matin sur l'approche des parcours de soins, avec comme grand témoin le président du Haut Conseil du travail social, en principe, qui est Mathieu Klein, donc le maire de Nancy. Et puis l'après-midi, une table ronde sur santé et sexualité. Ça rejoint un peu ce dont il parlait tout à l'heure. Sur les enfants, oui. Sur les enfants. Et, on va avoir des enfants. Et puis une dernière table ronde sur la santé mentale. Et donc tu nous redonnes les... Donc alors il faut s'inscrire. C'est le samedi 24 septembre au conseil départemental. Donc ça commence à 9h, mais l'accueil à partir de 8h30. Et il faut s'inscrire sur le site de Citoyenneté Active ou envoyer un mail à Denis Poisson, qui a été le coordinateur, des poissons, comme un poisson qui nage dans l'eau. Des poissons, point. Des points poissons? Non, pas de des points. Poissons, des poissons. @wanadoo.fr. Un buffet est prévu en même temps avec une participation de 15 €. D'accord. Voilà. Donc la journée, c'est 15 € avec un poisson. Avec un poisson. Avec un buffet. Des poissons des poissons dans le buffet. On continue très très rapidement. On va rendre l'antenne bientôt. Je suis peut-être un peu plus léger. L'association de solidarité avec le peuple sahraoui a un certain nombre de sujets d'actualité dans le courant du mois de septembre. On va participer à la fête des associations comme beaucoup. On a vu ce que vous avez fait cet été aussi. Oui, absolument, avec les enfants. Mais ça, ça y est, ils sont partis, ils sont rentrés chez eux, ils sont contents. Et donc, le 17 septembre, place de la Carrière à Nancy, on se retrouve avec un certain nombre à parler justement de tout ce qu'on a pu faire depuis quelques mois, depuis même de l'année dernière. Et nous participons pour la première fois, c'est pour ça que je voulais en parler tout de suite, au FIG, Festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges, qui va se tenir le 30 septembre, le 1er et le 2 octobre. Et nous allons intervenir dans le cadre, avec l'aide de la LDH de Saint-Dié, pour évoquer le sable et en particulier donc la vie des personnes dans les campements de réfugiés, avec l'approche évidemment de la problématique des Sahraouis. Donc ça, le jour de l'intervention n'est pas encore calé, le FIG va nous le dire bientôt, mais en tout cas ça se tient le 30 septembre, le 1er et le 2 octobre. Très bien. Et donc peut-être qu'on en reparlera au moins en bref dans la prochaine émission qui sera juste après le 21 septembre. Le 21 septembre, c'est la journée internationale pour la paix. Donc, Parole de paix fera une émission spéciale dans 2 semaines. Et je vous dis aussi en avant-première que il y a une marche pour la paix qui sera organisée le dimanche 25 septembre 2022, qui partira de la mairie de Tomblaine à 10h le matin, le dimanche, pour arriver au parking du Charmois de Vendeuvre, encore au Charmois à Vendeuvre, autour de l'arbre pour la paix. Il y aura un pique-nique. C'est donc, si vous avez envie de faire cette marche pour la paix le dimanche 25 septembre à 10h, mairie de Tomblaine, arrivez parc du Charmois vers 12h, 12h30. Si vous voulez pas marcher, vous venez directement à 12h30 au parc du Charmois. Il y aura de la musique, il y aura des discussions, il y aura des stands. C'est donc le 25 mai dans le cadre... 25 septembre pour la journée internationale de la paix, donc, qui est officiellement le 21 septembre. Voilà, merci beaucoup. C'est la première de la rentrée. Merci à notre technicien. Merci Pierre. Et puis à bientôt. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org